Salam alaikum, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer de sortir un peu du cadre de la vie de tous les jours, de la vie un petit peu ponctuée par ces présences, ces interruptions dans les réseaux sociaux. Et on va essayer de discuter le livre Les politiques d'Aristote, qui est, à mon sens, un ouvrage très intéressant qui présente un certain nombre d'idées très intéressantes. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de vous donner quelques perles, quelques citations qui me semblent assez atypiques, assez intrigantes, des fois provocatrices. Et le but, c'est d'essayer d'un petit peu d'en discuter et d'échanger par rapport à ça. Alors, il faut savoir déjà que le livre Les politiques, c'est un livre qui est attribué à Aristote. Le plus ancien parchemin, la plus ancienne trace de ce livre, elle remonte. Alors, Aristote, tenez-vous bien, c'est moins 384. Le plus ancien parchemin, la plus ancienne trace de ce livre, Les politiques, date d'il y a 400 ans. Donc, autant dire qu'il y a 2000 ans entre Aristote et la première trace de ce livre. Donc, on a beaucoup de, on peut penser sérieusement que ce livre est douteux, qu'il est attribué à Aristote, mais bon, il reste très intéressant. Peut-être qu'il a été écrit par lui, peut-être qu'il a été écrit par quelqu'un d'autre. Bref, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire une sorte d'entracte philosophique euh, pour sortir un petit peu de ce train-train quotidien et discuter des idées un petit peu atypiques, loin de l'actualité un petit peu déconcertante. Alors, donc, je vais essayer de vous donner quelques perles et si vous avez des questions par rapport à ça, alors vous allez voir que les perles, elles sont un petit peu éparpillées, elles sont un petit peu éparses, mais le but, c'est vraiment de parler de ce qui m'a le plus intéressé dans ce livre, ce qui m'a le plus attiré, que j'ai envie de partager avec vous et qui me semble digne de lecture et de discussion. Alors, en fait, dans ce livre, il y a quatre volets. On peut trouver quatre volets par rapport euh, aux idées d'Aristote. On a des idées sur la philosophie, des idées sur la politique, des idées sur l'économie et des idées sur euh, la société. Donc, en fait, ce que j'ai remarqué, bien sûr, comme le livre s'appelle Les politiques, donc les idées sur les politiques sont les plus nombreuses. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'aujourd'hui, on va discuter d'idées politiques et la prochaine fois, on va essayer d'évoquer les trois autres catégories. Alors, première citation qui m'a semblé intéressante, c'est celle qu'on a dans la page 139, dans laquelle il dit: Mais il est manifeste que si elle avance trop sur la voie de l'unité, une cité ne sera plus une, car la cité a dans sa nature une certaine sorte de multiplicité. Et si elle devient trop une, de cité, elle retourne à l'état de famille et de famille à celle d'individu. Pourquoi cette citation m'a semblé intéressante? Parce qu'en fait, elle fait référence au courant nationaliste, conservateur, qui pense que l'avenir du pays, l'avenir d'un pays, c'est de se ressembler, c'est d'avoir des gens de souche qui se ressemblent de plus en plus et essayer d'avoir de moins en moins d'immigrés. Alors là, Aristote, ça fait 2500 ans, nous dit que si on va vers une seule norme, en fait, dans les habitants de cette cité, on va plus être une cité, on va être une famille, une grande famille ou une grande tribu. Et donc, c'est c'est assez intriguant comme idée, mais franchement, ça montre qu'il était très ouvert, ça fait 2500 ans, et on peut apprendre beaucoup de choses de lui. Alors, deuxième perle qui m'a semblé intéressante, c'est quand il dit il y aura moins d'amitié entre eux, et il faut que ce soit ainsi chez les gens qui sont gouvernés, pour qu'ils soient soumis au pouvoir et qu'ils ne cherchent pas à innover. Alors, il faut savoir que cette idée de l'innovation, de la soumission, c'est pas une idée nouvelle. Confucius en Chine,
C'était quelqu'un qui a eu à un moment un ministère. Et donc, ce n'était pas seulement un penseur, un philosophe, etc., mais il a eu des responsabilités. Et quand il a eu ce ministère, il a instauré la peine de mort pour toute personne qui innove, qui invente une nouvelle tradition. Et de son temps, le crime a baissé de manière incroyable et il a eu des résultats très, très satisfaisants. Donc, en fait, ce que dit Aristote ici, c'est une manière de s'adresser à la tradition et une manière de permettre aux gouvernants de garder la main sur les personnes qu'ils gouvernent. On doit se rappeler qu'Aristote était un petit peu le compagnon d'Alexandre, Alexandre le Grand, celui qui a conquis donc une grande partie du Moyen-Orient, en fait. Et donc, l'une de ses préoccupations, c'était justement de l'aider à un petit peu asseoir ce pouvoir. Aristote disait aussi que seuls les gens de la première et de la deuxième classe sont contraints de voter. Pourquoi j'ai trouvé cette citation intéressante? Tout simplement parce que la question du vote et de la démocratie, on va le voir avec Aristote tout à l'heure, c'est que pour lui, la démocratie est un régime vicié. C'est un régime qui permet à la majorité de prendre le pouvoir, alors que pour lui, le régime idéal, c'est plutôt un régime de type aristocratique dans lequel ce sont les gens qui sont cultivés, qui sont aisés, qui tiennent les rênes du pouvoir. Donc, c'est là où c'est sous cet angle qu'on peut comprendre ce qu'il dit quand il dit que seuls les gens de la première et la deuxième classe sont contraints de voter. D'ailleurs, de son temps, les femmes, les esclaves, etc., ne pouvaient pas voter. Il disait également que Platon, en écrivant les lois, pensait qu'il fallait faire preuve d'une certaine tolérance et qu'aucun citoyen n'aurait la permission de posséder plus de 5 fois la fortune la plus petite. J'ai trouvé cette réflexion sur Platon, qui était un petit peu le maître d'Aristote et lui-même disciple de Socrate, c'est que cette question des inégalités qui est aujourd'hui une préoccupation un petit peu, c'est les gilets jaunes, c'est les révoltes en Amérique latine, c'est le Bouazizi en Tunisie, c'est toutes ces révoltes un petit peu qui démarrent de l'excès des inégalités. C'est Wall Street, c'est Occupy Wall Street, etc., etc. Toutes ces manifestations qui commencent à partir des inégalités sont là, en fait, sont nourries par ce gap toujours plus grand entre les riches et les pauvres. Et ici, Platon, en fait, nous montrait que l'une des solutions, c'était de faire du 1 à 5. Les statistiques montrent aujourd'hui que dans les grandes entreprises américaines, les salaires entre le plus petit salaire et le salaire du plus grand patron vont de 1 à 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, alors que dans les années 30, 20, on était plutôt dans l'ordre de 1 à 40. Donc, c'était une réflexion qui permettait éventuellement de ne pas avoir un trop grand gap entre les fortunes. Et ce qui m'a semblé encore plus intéressant, c'est quand il dit que ce sont plutôt, en critiquant un petit peu cette réflexion de Platon, quand il dit que ce sont plutôt les désirs qu'il faut égaliser et pas les fortunes. Pourquoi? Parce qu'en fait, égaliser les fortunes, c'est comme si vous aviez un médecin qui essayait de guérir une hémorragie avec un peu de coton et un peu d'alcool. Alors qu'en réalité, quand on guérit une hémorragie, il faut guérir la source de l'hémorragie. Donc, il faut un scalpel, il faut du fil, il faut coudre, il faut s'adresser à la source du problème. Et donc, en fait, quand Aristote dit que Platon, quand il parle d'égaliser les fortunes, il a un petit peu tort, entre guillemets, ce qu'il veut dire, en fait, c'est qu'il faut s'adresser à la cause de ce qui fait cette inégalité des fortunes. Et l'une des causes majeures de cette inégalité des fortunes, ce sont les désirs. Les désirs shahawat, qui sont en fait un moteur
il est clair que les désirs sont un moteur de la vie humaine, un moteur de l'innovation, un moteur de la réussite aussi, mais aussi des échecs. Et ces désirs, en fait, sont aussi quelque chose qui est infini. Et les Grecs l'ont remarqué très tôt, en fait, quand ils ont commencé à philosopher un petit peu. Et ils ont eu plusieurs courants. Ils ont eu les courants stoïciens qui cherchaient à combattre les désirs. Ils ont eu les courants épicuriens. Ils ont eu les courants plutôt hédonistes qui cherchaient à assouvir tous les désirs et qui voyaient que le bonheur passait par l'assouvissement de tous les désirs. Et donc, en fait, Aristote, en proposant cette égalisation des désirs, il essaie d'agir un petit peu à la source de ce qui provoque les problèmes dans la société, c'est-à-dire le désir de l'argent, le désir sexuel, le désir politique, l'ego, le désir de pouvoir, le désir de s'imposer, etc., etc. Et donc, si on arrivait dans nos modèles éducatifs, dans l'éducation des enfants, à égaliser, à diminuer les gaps de désir entre les personnes, à harmoniser les désirs, on n'aurait pas à devoir harmoniser les fortunes et les autres conséquences justement de ces désirs. Ensuite, il constate que la cité ne doit pas être si grande que les voisins plus puissants la convoitent, alors que ses détenteurs seraient incapables de repousser les agresseurs, ni si petite que la cité serait dans l'incapacité de soutenir une guerre contre les cités de force comparable. Donc en fait, là, Aristote parle dans un contexte où à Athènes, on était dans les cités-États. Les cités-États, ça veut dire qu'il n'y avait pas véritablement un État-nation grec. On avait des cités. Chaque cité avait son gouvernant, elle avait sa puissance navale, sa puissance militaire, et essayait de s'en sortir tant bien que mal par rapport aux autres cités. Ce que nous dit Aristote, c'est que la cité ne doit pas être trop riche dans l'opulence, sinon elle va susciter la convoitise des autres, et elle ne doit pas être trop faible pour ne pas pouvoir se défendre. Et donc, en fait, il cible une sorte de juste milieu. Et ça nous rappelle un petit peu aussi aujourd'hui le monde de l'entreprise. C'est-à-dire quand on a une entreprise qui génère beaucoup de cash, eh bien, elle est rapidement convoitée, elle peut être victime d'une offre publique d'achat ou d'une offre hostile carrément. Euh, et si elle est trop faible, elle ne peut pas non plus se défendre par rapport à ce genre d'offre. Il dit aussi dans la page 190 le fait que le peuple se tienne tranquille alors qu'il n'a pas part au pouvoir n'est en rien signe de bonne organisation. Donc en fait, le fait que les gens se tiennent tranquilles alors qu'ils sont fl-hagra, c'est-à-dire qu'ils sont oppressés, qu'ils ne participent pas au pouvoir réellement, qu'ils participent en façade, c'est-à-dire qu'on leur donne l'impression qu'ils participent aux élections, au pouvoir, aux décisions, mais que les vraies décisions ne dépendent pas d'eux. Le fait que malgré tout ça, ils se tiennent tranquilles, ça ne veut pas dire que l'État est bien organisé. Ça veut juste dire qu'il y a une marmite sur le feu et qui est en attente d'exploser. Alors, quand il détaille un petit peu les régimes politiques, dans la page 194, il dit que le fait de choisir selon les richesses est oligarchique et selon le mérite aristocratique. Donc en fait, aujourd'hui, quand on parle de méritocratie, de possibilité de réussir selon le mérite, c'est ce qu'appelait Aristote justement l'aristocratie. Ensuite, il nous dit dans la page 195, il est logique que ceux qui ont acheté des magistratures prennent l'habitude d'en tirer profit quand ils ont dû se ruiner pour devenir magistrats. Qu'est-ce que cette phrase est d'actualité? En fait, on le remarque même aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, vous avez les élections, donc vous avez des gens qui investissent dans les élections comme ils investiraient dans un projet, dans une start-up, dans une entreprise. Et donc, une fois qu'ils sont élus, ils n'ont pas encore le temps pour remplir les promesses de leur élection. Par contre, ils doivent amortir, rembourser les prêts qu'ils ont pris pour réussir leur projet justement d'être élus. Et donc, visiblement, en 2500 ans, cela n'a pas grandement changé.
Il dit ensuite, c'est quand elle est accomplie par un seul individu qu'une tâche l'est le mieux. Il faut que le législateur veille à ce qu'il en soit ainsi et à ne pas assigner au même individu la tâche de joueur de flûte et de cordonnier. Bien. Alors, qu'est-ce que ça nous rappelle, ça? Ça nous rappelle tout simplement la division du travail. À peu près 2000 ans avant Adam Smith. Et ça nous rappelle aussi ce que nous disent aujourd'hui les gourous des entreprises, les entrepreneurs qui ont réussi, etc., le focus. C'est-à-dire que plus on est concentré dans une tâche, plus on est efficace dans la réussite de cette tâche. Alors, ce qui m'a aussi intéressé, c'est dans la page 212, quand il dit « Certains sont d'avis qu'il ne faut pas honorer les contrats du fait que ce n'est pas la cité, mais le tyran qui les a passés. » Ça nous rappelle une anecdote assez intéressante de Rafael Correa, qui était président de Colombie. Quand il est arrivé au pouvoir, il a dit l'État perd 80% de son budget à rembourser les crédits. Il a mandaté une commission de 19 économistes pour essayer de comprendre ces crédits servaient à quoi et qui les a contractés. Les 19 économistes ont constaté que ces crédits ont été contractés par l'ancien régime et que ces crédits servaient à financer des projets familiaux des personnes issues de l'ancien régime. Donc il a dit qu'il va faire un moratoire et qu'il va arrêter de rembourser les crédits vis-à-vis des institutions internationales multilatérales. Le temps que l'État se reprenne et qu'il puisse rembourser et qu'il puisse améliorer la vie des citoyens et ensuite il reprendra part au crédit, au remboursement du crédit. Et donc, en fait, c'est une idée qui est visiblement assez ancienne et qui a été déjà évoquée par Aristote. Il disait également que l'excellence du citoyen est nécessairement en fonction de la Constitution. Ah, donc en fait, si une Constitution est bonne, la probabilité pour qu'elle puisse avoir un impact très positif sur la cité et sur le citoyen est d'autant plus grande. Il disait également en page 216 qu'il est impossible qu'existe une cité dont tous les citoyens seraient des gens excellents. C'est-à-dire que la règle générale, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le Coran, c'est que on peut pas faire en sorte que tout le monde soit bon, soit excellent, etc., etc. Forcément, il y aura des déviants, forcément, il y aura des personnes qui sont un petit peu hors de la droiture, etc., etc. Dans la page 230, il nous informe que les déviations des constitutions qu'on a indiquées sont la tyrannie pour la royauté, c'est-à-dire que la royauté peut être bonne, mais si elle dévie, elle peut s'orienter vers la tyrannie, c'est-à-dire quand le roi devient un monarque absolu qui s'impose, qui investit l'ensemble des secteurs de l'économie, de la vie politique, etc., etc. Ensuite, le régime, l'aristocratie peut dévier vers l'oligarchie, c'est-à-dire d'un régime qui permet la réussite selon le mérite, à un régime qui permet la réussite selon la famille, selon le rang social. Et ce qui est intéressant, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que Aristote nous informe que le gouvernement constitutionnel peut dévier, et sa déviance s'appelle, tenez-vous bien, qu'est-ce qu'elle s'appelle? Comment s'appelle la déviance du... Allez, les commentaires. Comment s'appelle la déviance du gouvernement constitutionnel? C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui est basé sur une bonne constitution, donc qui aura un impact positif sur les citoyens. Vers quoi peut dévier le gouvernement constitutionnel? Vers quel régime? Alors, la réponse, c'est la démocratie. Pour Aristote, la démocratie, c'est la déviance du gouvernement constitutionnel. Alors, il dit que la tyrannie vise l'avantage du monarque, l'oligarchie, l'avantage des gens aisés, et la démocratie, l'avantage des gens modestes. Aucune de ces formes ne vise l'avantage commun. C'est-à-dire que Aristote conçoit la démocratie comme étant déviante. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une dictature
de la majorité, les gens modestes, sur la minorité, et pas forcément une dictature qui va viser le bien-être commun. Ensuite, il nous dit dans la page 242, quand beaucoup de ses membres sont privés des honneurs publics et misérables, il est inévitable qu'une cité soit remplie d'ennemis. Donc en fait, pour qu'un tyran puisse rester au pouvoir, il doit très souvent honorer, décorer, essayer de valoriser les gens modestes pour leur donner l'impression, effectivement, qu'ils prennent part au pouvoir. Et comme on a vu au début, le fait que les gens se tiennent tranquilles, même si ils ne prennent pas part au pouvoir, ce n'est que partie remise, ce n'est qu'un report des problèmes. Pour Aristote, la cité doit assurer une vie bonne. Et ce qui va assurer une vie bonne, ce sont l'éducation et la vertu, qui permettraient justement d'atteindre la justice. Ensuite, il dit, mais quand se mirent à exister beaucoup de gens égaux en vertu, ils se mirent à ne plus supporter l'autorité royale. C'est-à-dire que pour Aristote, dans sa conception politique, à partir du moment où les gens accèdent à l'éducation, à partir du moment où les gens deviennent de plus en plus instruits, ils supporteront de moins en moins l'autorité royale. Donc c'est ce qu'il dit dans la page 264. Ensuite, toujours dans cette page 264, il nous dit « Des oligarchies ont passé d'abord aux tyrannies, puis des tyrannies ont passé à la démocratie, car la classe dirigeante devenait sans cesse moins nombreuse du fait de son sale amour du gain, c'est ce qui rendait la masse plus forte, de sorte que celle-ci, la masse, se révoltait et des démocraties s'établissaient. Et comme il se trouve maintenant que les cités sont plus grandes, il n'est sans doute pas facile qu'il existe une constitution autre qu'une démocratie. Donc en fait, ce qu'il constate, c'est que dans les cités très peuplées, le régime naturel qui va s'installer, même si c'est un régime déviant, c'est la démocratie. Ensuite, il nous dit qu'il n'est pas juste de gouverner plus que d'être gouverné. Ce qui est juste, c'est donc l'alternance à égalité. Donc, disons qu'il valorise une sorte de tanaoub, une sorte d'alternance dans le pouvoir. Donc, le gouvernement de la loi est plus souhaitable que celui d'un des citoyens. Et donc, il valorise beaucoup le fait qu'on ait une bonne constitution. Vouloir le gouvernement de la loi, c'est, semble-t-il, vouloir le gouvernement du Dieu et de la raison seule. Mais vouloir le gouvernement d'un seul homme, c'est ajouter celui d'une bête sauvage, car c'est ainsi qu'est le désir, et la passion fait dévier les magistrats, même quand ils sont les meilleurs des hommes. C'est-à-dire que même quand le magistrat est quelqu'un d'honnête et d'intègre, l'arrivée au pouvoir va le faire dévier. Pourquoi? Parce que ça reste, selon Aristote, une bête politique, et une bête a des désirs, et des désirs et des passions qui sont souvent plus forts que la raison et le logos. Il continue en nous disant, voilà pourquoi la loi est une raison sans désir. C'est-à-dire, il faut que les humains arrivent à mettre en place une loi qui soit au-delà et au-dessus des désirs. Mais la comparaison, il continue en disant, mais la comparaison avec les arts est, semble-t-il, fausse, d'après laquelle il est mauvais de se soigner suivant des prescriptions écrites, mais il est meilleur d'avoir recours à ceux qui maîtrisent les arts. Ça rappelle en fait la citation, enfin le dicton arabe qui dit c'est-à-dire il faut toujours chercher les gens qui maîtrisent un art, qui maîtrisent une philosophie, une science, et pas seulement les écrits de cette philosophie, de cette science, car justement peuvent en découler des interprétations contraires à l'essence de ce qui a été écrit. Ensuite, dans la page 272, il nous informe que est destinée à être gouvernée par un roi la masse, que caractérise une aptitude naturelle à produire un linéage, l'emportant par une excellence à exercer la prépondérance politique, à être en aristocratie la masse, qui a une aptitude naturelle à produire une masse capable d'être gouvernée par le pouvoir des hommes libres, ceux qui ont la prépondérance politique du fait de leur vertu. À être en régime constitutionnel la masse dans laquelle surgit naturellement une masse guerrière capable d'être gouvernée et de gouverner selon une loi, laquelle se répartit selon le mérite
les magistratures entre les gens aisés. Et donc, en fait, ce qu'il constate, c'est que le régime par excellence, qui est le gouvernement constitutionnel, est basé sur la méritocratie, tout simplement. Et on recoupe avec ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire dans une sorte d'alternance, avec une éducation qui permet d'égaliser les désirs et de réduire les inégalités dans les désirs pour justement réduire les inégalités dans les fortunes. Ensuite, dans la page 273, il nous dit puisque selon nous, il y a 3 constitutions droites et que nécessairement la meilleure d'entre elles est celle où l'administration est aux mains des meilleurs. Donc clairement, la méritocratie. Nous, par contre, il continue en page 282, nous, par contre, nous disons que ces constitutions, oligarchie, tyrannie, démocratie, sont complètement viciées. C'est là où il dit clairement justement que la démocratie est un régime vicié. Pourquoi? Parce qu'elle donne une tyrannie à la majorité des gens modestes qui vont chercher leurs propres avantages au détriment de la classe qui n'est pas justement modeste. Dans la page 310, il nous informe que est nécessairement une tyrannie de ce genre, la monarchie, dans laquelle un homme commande sans rendre des comptes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui tire les rênes et qui ne rend compte à personne. C'est-à-dire, quand il y a un souci, il n'est pas redevable, il ne rend pas des comptes. Il continue en disant à l'ensemble de ses, rendre des comptes à l'ensemble de ses semblables et à de meilleurs que lui, à son avantage et non à celui des gouvernés. C'est pourquoi elle repose sur la contrainte, car aucun homme libre ne supporte de son plein gré un tel pouvoir. C'est pour ça qu'il dit que plus les gens sont éduqués, moins ils ont tendance à supporter justement la royauté dans la page qu'on a citée tout à l'heure. Dans la 345, il nous affirme qu'il faut avoir recours sur certains points à l'égalité numérique et sur certains autres à l'égalité selon le mérite. Ensuite, Aristote parle des causes de sédition, c'est-à-dire les causes de la révolution, des scissions dans la cité, de l'effondrement. Et parmi ces causes, dans la page 347, il cite l'appât du gain, la gourmandise, en fait, l'appétit du pouvoir, le goût des honneurs. Et il dit que le goût des honneurs et l'appât du gain, en effet, dressent les gens les uns contre les autres parce qu'ils voient d'autres en posséder plus qu'eux, les uns justement, les autres injustement. Il y a aussi comme cause de sédition la démesure, la crainte, l'excès, le mépris, l'accroissement hors proportion. Donc l'excès, l'opulence, le mépris des classes modestes notamment, l'accroissement hors proportion, donc éventuellement les inégalités. Il y a aussi dans un autre registre les intrigues, la négligence, les petits changements, l'absence d'homogénéité. L'absence d'homogénéité, mais ne pas verser non plus dans l'excès d'homogénéité qu'il a justement dénoncé au début du livre. Ensuite, il nous informe que parmi ceux qui ont jusqu'à présent accepté des étrangers pour fonder une cité, avec ceux ou pour les agréger à la cité, la plupart ont connu des séditions. C'est-à-dire qu'il confirme que quand la cité est envahie par un excès d'étrangers, il est fort probable qu'on arrive à une sédition. Alors, Simstafa nous demande quelle est la constitution qui s'applique le mieux aujourd'hui. Disons que pour lui, on a le régime constitutionnel, le gouvernement constitutionnel, l'aristocratie sont des régimes idéaux et la royauté également selon les règles de la Constitution, et leurs déviants sont l'oligarchie, la tyrannie et la démocratie. Donc, bien sûr, il faut choisir dans les 3 premières, et qui sont l'aristocratie, c'est-à-dire basée sur le mérite, pas sur le nombre, donc pas numériquement, ou bien le gouvernement constitutionnel qui est basé sur un texte qui unit tout le monde et qui permet d'améliorer les citoyens. Et bien sûr, ce n'est pas une question qui admet une réponse rapide et fermée et claire, c'est plutôt une piste de réflexion. Ensuite, il nous informe dans la page 353, toute différence dans une cité provoque un désaccord, et le plus grand désaccord, sans doute, c'est celui qui existe entre la vertu et la perversité.
ensuite celui entre richesse et pauvreté. C'est-à-dire que pour lui, les inégalités économiques et sociales sont moins graves que les inégalités éducatives. C'est-à-dire, on a des gens vertueux, éthiques, et des gens pervers qui suivent les désirs, les shahawat d'une manière générale. Et donc, en fait, quand on a une société qui permet ce genre d'inégalité, c'est-à-dire qui permet à des gens de faire ce qu'ils veulent d'un point de vue du désir, eh bien, c'est pire que d'avoir une société qui permet des inégalités de richesse entre la classe aisée et la classe pauvre. Bien sûr, ce sont les deux premières causes, donc elles sont toutes deux graves. Dans la page 354, il nous informe que les séditions ne naissent pas au sujet des petites choses, mais à partir des petites choses. Donc en fait, quand celui qui s'est immolé, c'était une goutte qui a fait déborder le vase. Bien sûr, cette goutte est énorme, mais en général, ce sont des petites choses qui se développent et qui engendrent des séditions, donc des révolutions. Il dit qu'après avoir trompé les gens, on change la constitution avec leur consentement. Et par la suite, on conserve le contrôle par la force sans leur consentement. C'est-à-dire que l'une des techniques de la tyrannie ou du tyran pour se maintenir au pouvoir et pour garder le contrôle, c'est de resoumettre la constitution au vote et à l'appréciation des citoyens. Une fois qu'il la soumet au vote et à l'appréciation du citoyen, eh bien, il verrouille de nouveau les vannes de la liberté et des marges de manœuvre et reprend le contrôle sans le consentement des citoyens. Ensuite, il nous dit que les démocraties changent principalement du fait de l'audace des démagogues. La majorité des tyrans étaient sortis de rang de démagogues. Et c'est sur ce point qu'on va clore. Donc, on va reprendre la partie politique dans une deuxième partie. Et on va essayer d'avoir une troisième partie qui parle de la partie économique, sociale et philosophique. Donc, en fait, il montre bien que les bons démagogues arrivent à prendre le pouvoir, bien souvent, et deviennent bien souvent des tyrans. Et pour résumer un petit peu cette première partie, je ne sais pas, est-ce que s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter, mais d'une manière générale, pour résumer cette première partie, Aristote montre bien qu'on a des régimes qui sont exemplaires, des régimes qui sont des déviances de ces régimes, que l'égalité numérique, la démocratie n'est en aucun cas une solution parce qu'elle permet la tyrannie d'une majorité sur une minorité, qu'elle permet à des gens d'être dominés par leurs désirs, qu'elle permet aux gens qui suivent les désirs d'avoir plus de pouvoir que les gens qui suivent la vertu. Et donc, c'est pour tous ces éléments qu'il est aussi critique vis-à-vis de la démocratie. Voilà, donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, et on va reprendre une prochaine fois avec une autre présentation, une autre discussion, un deuxième entracte philosophique. Allez, très bonne soirée.